tiens à remercier donc, le jury pour m'avoir nommé. Je suis aussi très ému parce que c'est comme un prix qui implique 3 personnes qui sont très importantes pour ce département. Et en fait, je crois que c'est aussi un prix qui devrait s'adresser à 3 personnes parce que dans le travail que je vais présenter, nous sommes, David et Jean-François, complètement impliqués en collaboration. Et donc, je crois qu'il est normal qu'on partage, entre guillemets, ce prix d'une certaine façon. Parce que c'est vraiment un travail d'équipe et je crois que c'est assez fondamental actuellement parce que c'est pas toujours facile de faire des travaux où on est plusieurs et que c'est important qu'ils soient reconnus tous en même temps. Donc je vais essayer de vous présenter un tout petit peu aujourd'hui quelques éléments donc simples que j'ai intitulés le jeu des molécules uniques et je vais essayer de faire quelque chose d'assez simple mais par contre n'hésitez pas à m'interrompre pour me dire si par hasard je vais trop vite sur un élément ou sur un autre, puisqu'on va essayer de parler un tout petit peu de molécules uniques et de quelques applications possibles. Je vais rester, j'espère, à un niveau le plus simple possible. Donc voilà. Alors deuxièmement, c'est aussi un travail qui a donné lieu à la création d'une petite entreprise qui s'appelle Depixius. Et donc je vais un tout petit peu évoquer au cours de ce séminaire, c'est les différents éléments qui sont impliqués. Donc ce que je voudrais essayer de raconter ici, c'est rappeler 2-3 petites choses sur ce que c'est que la manipulation de molécules uniques. En particulier, on le fait avec des pinces magnétiques. Donc je vais essayer de... il ne faut pas que je fasse en anglais, pardon. Moi, je comprends le français. Hein, c'est bon, les transparents sont en anglais, mais... Donc, je vais essayer de parler donc, des techniques de manipulation de molécules uniques et je vais juste montrer comment, à partir d'un outil, en fait, donc ça c'est un outil qui permet de manipuler une molécule, comment on peut dégrafer une molécule d'ADN. C'est quelque chose qui avait été fait, qui a été fait en premier par François Heslop au sein de l'école normale. Et je vais vous montrer qu'on utilise énormément cette stratégie pour faire des tas de choses. Entre autres, je vais essayer de montrer qu'on peut, avec ça, regarder comment marchent donc certaines enzymes sur ce qu'on appelle des moteurs moléculaires le long de l'ADN. Et donc, certains de ces moteurs sont chargés d'ouvrir la molécule d'ADN et je vais vous montrer comment on peut en fait un peu les caractériser et mieux avec ces techniques. Et puis je vais revenir sur quelque chose de très simple qui est donc dans l'ADN, il y a une notion d'hybridation, c'est-à-dire que dans notre génome, l'ADN est constitué en fait de 2 molécules qui sont complémentaires, 2 simples brins qui forment une double hélice, et les 2 brins sont complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a des bases A qui est complémentaire à T, G qui est complémentaire à C. Et donc, du point de vue énergétique, A et T forment une paire plus stable, G et C aussi, mais cette différence d'énergie n'est pas très grande. Et donc, on verra qu'en fait, si je veux que des molécules tiennent ensemble, il faut qu'il y ait de la collaboration entre les différentes bases. Et c'est ça qu'on appelle en fait l'hybridation d'un morceau d'ADN avec un autre. Et on va voir qu'on peut faire donc qu'on peut sonder cette hybridation avec la technique que j'essaie de vous décrire. Et puis, je vous montrerai qu'en utilisant donc justement cette technique, on peut essayer de préciser des choses sur la séquence de la molécule d'ADN. Beaucoup de choses actuellement sont faites sur le séquençage de l'ADN. On en parle en tous sens pour dire qu'on peut séquencer le génome. Alors en fait, c'est évidemment quelque chose qui marche très bien, mais d'un autre côté, il y a un avenir, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on n'arrive pas encore à faire avec le séquençage normal. Et en fait, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, d'une part. Et puis, il y a une deuxième chose qui est très importante dans ce séquençage, c'est que quand on veut en fait caractériser un individu ou n'importe quel système, on s'aperçoit qu'il y a l'ADN d'un côté, mais il est apparu des nouveaux éléments qui ne sont pas que l'ADN, qui sont en fait des petites modifications sur ce qu'on appelle les modifications épigénétiques sur l'ADN. Donc ça veut dire qu'en gros, l'ADN, c'est un texte, et sur ce texte, en gros, vient se rajouter des accents. Et ces accents ont un sens, comme dans la langue, ils sont importants pour l'interprétation du texte. Et ces marques épigénétiques posent un problème important, puisqu'en fait, la plupart des techniques de séquençage actuelles commencent par prendre votre ADN et le recopier. Et quand on le recopie, il se passe la même chose que quand vous envoyez un texte sur Internet. Vous perdez en gros tous les accents. Et donc, la plupart des techniques actuellement de séquençage suppriment systématiquement tous ces accents. On vous montrera donc, si on ne veut pas les supprimer, malheureusement, il faut travailler avec la molécule originelle. Et donc, il faut revenir au point de travailler avec une seule molécule pour être capable, en fait, de distinguer ces marques épigénétiques. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de décrire. Alors d'abord, comment fabrique-t-on les molécules qu'on va étudier, qu'on va pouvoir micro-manipuler?
on a forcément un morceau d'ADN double brin qui est schématisé ici. Et donc, dans tout l'exposé, je vais essayer de vous parler de ce qu'on appelle une molécule en épingle à cheveux, qui va me permettre justement de réaliser les différentes expériences que j'ai choisies ici. En fait, on peut micro-manipuler d'autres molécules, et j'ai choisi ici un petit sous-ensemble des molécules qu'on peut regarder. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va assembler ce qu'on appelle donc cette épingle à cheveux, qui est donc une seule molécule simple brin qui se replie sur elle-même. C'est-à-dire que les deux brins de départ, on va les relier par une boucle d'un côté, on va leur associer des poignées de l'autre, simplement par des techniques classiques de biochimie qui vont fabriquer cette molécule finale. Et sur les poignées, il y a ici une boule rouge qui est en fait une molécule de biotine, et la biotine est reconnue par une enzyme qui s'appelle la streptavidine qui est sur la bille. Et donc la bille va naturellement s'accrocher sur la molécule va naturellement s'accrocher sur la bille par la biotine. Et de l'autre côté, il y a une dioxygénine qui va nous permettre d'accrocher la molécule à la surface de verre qu'on va recouvrir d'un anticorps de l'antidioxygénine qui vont donc accrocher la deuxième entité. Donc voilà la molécule que l'on manipule, que je vais discuter principalement ici. Comme j'ai dit, on peut en faire d'autres, mais celle-là est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Et l'idée, c'est que ça peut être donc soit une seule molécule qu'on a faite directement, ou on peut incorporer ici une molécule d'intérêt avec une séquence spécifique, ou typiquement la séquence peut-être d'un génome qu'on voudrait étudier. Alors, la technique qu'on utilise au laboratoire, c'est celle des pinces magnétiques. Et celle des pinces magnétiques, en gros, c'est relativement simple, puisque le principe, c'est que la bille que j'ai accrochée à ma molécule ici est une bille magnétique, donc qui fait en gros 1 micron. Et cette bille magnétique, si on met tout près des aimants, alors c'est une bille qui est en fait super paramagnétique, c'est-à-dire qu'elle a le bon goût de ne pas être magnétique si on ne met pas de champ magnétique. Donc les billes ne se collent pas entre elles. Par contre, dès qu'on met un champ, on va induire une aimantation dans la bille, et elle est super para parce qu'en gros, très vite, elle va saturer son champ, et son aimantation, et donc son aimantation va devenir forte pour un champ relativement faible, et dès qu'il y a donc un gradient de champ magnétique, il va y avoir une force, et donc on va être capable d'appliquer une force qui va être ici verticale, avec 2 aimants au-dessus du système. Donc avec ces aimants, on est capable d'imprimer une force variable. Donc pour augmenter la force, il suffit d'approcher les aimants. Pour baisser la force, il suffit de les reculer. Et on va donc mesurer un paramètre, et la mesure qu'on va faire, c'est mesurer la distance entre la bille et la surface. Donc l'élongation de la molécule va être mesurée simplement par une méthode optique. Et donc pour ça, on va utiliser l'imagerie de la bille, une imagerie interférométrique de la bille. Et cette imagerie va nous permettre de trouver la position de cette bille avec une précision de quelques nanomètres. Alors lorsqu'on a fait ces premières expériences au laboratoire avec Jean-François et David, on était surpris qu'on puisse mesurer précisément la position d'une bille. En fait, c'était qu'on avait mal compris, parce qu'on mesure ça avec un microscope optique, et donc un microscope optique, on pourrait penser qu'il est limité à la résolution donc, de la longueur d'onde, et récemment, on a vu que ce n'était plus le cas, puisqu'il y a des méthodes de super résolution qui sont apparues, et donc c'est exactement ce qui se passe dans le principe ici. Si on regarde un objet comme une bille et qu'on sait qu'il n'y en a qu'une, on est capable de déterminer en fait la position du centroïde de la bille avec une précision de quelques nanomètres dans le système. Donc ça a été une surprise dans nos expériences. En fait, la précision de la mesure s'est améliorée au fur et à mesure qu'on a mieux compris notre système, et on a atteint actuellement une précision de quelques nanomètres qui nous permet de dire beaucoup de choses sur les molécules en question. Alors, si je reprends la molécule en épingle à cheveux dont j'ai parlé tout à l'heure, et si je la soumets donc dans cette géométrie à une force, eh bien, comme les bases ici sont complémentaires, elles ont tendance à refermer la double hélice. Donc les 2 brins sont collés, si je puis dire, l'un à l'autre par les liaisons hydrogènes dans ce système. Et lorsque j'applique une force suffisamment grande, je vais être en fait capable de rompre ces liaisons hydrogènes, et donc la molécule va naturellement s'ouvrir. Dans mon système, en fait, j'applique une force constante, en gros, c'est-à-dire que la position des aimants imprime une force et la molécule réagit à cette force. C'est ce qu'on appelle en anglais un force clamp, ou donc une force constante. Et donc, quand on dépasse une certaine force, les bases vont avoir tendance à lâcher et à s'ouvrir, et donc la molécule va s'ouvrir. Alors, elles ne vont pas forcément se lâcher en une seule fois, puisque, par exemple, ici, il y a un petit morceau
à la fin de notre molécule qui est riche en GC. Donc il va avoir du mal à s'ouvrir. On voit qu'il faut augmenter un petit peu la force pour l'augmenter. Les liaisons GC ont 3 liaisons hydrogène. AT, on n'en a que 2. Donc il y a une petite différence entre AT et GC. Mais en gros, vous voyez que la molécule s'ouvre pratiquement d'une seule fois. Puis il faut pousser un petit peu plus pour qu'elle s'ouvre. Et puis quand je tire à plus de 17 piconewtons ici, la molécule s'étire légèrement. Mais en fait, elle est complètement étirée. Elle est devenue une molécule simple brin complète. Alors si maintenant je baisse la force dans mon système, pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait ici. Si je baisse la force ici, j'obtiens la courbe verte, c'est-à-dire que la molécule se replie. Elle se rappelle, si je puis dire, que sa structure est un palindrome, donc elle peut reformer une double hélice et se refermer. Mais il y a un petit hystérésis, c'est-à-dire qu'il faut descendre un petit peu la force pour voir cette molécule. Et on peut voir que c'est vraiment un processus de nucléation qui se produit ici, puisque ici, ce qu'on a fait pour obtenir la courbe rouge, c'est qu'on a rajouté dans la solution un petit morceau d'ADN simple brun, qui a la séquence complémentaire de ce qui se passe ici dans la boucle ici. Donc on joue ici un mauvais tour à notre molécule, on rajoute un petit morceau d'ADN simple brun ici, qui, quand la molécule est fermée, ne peut pas s'accrocher, et lorsque la molécule est ouverte, peut venir se positionner exactement à l'apex de la molécule que j'ai là, et va donc se coller sur l'apex. Si cette hybridation se fait, on va en reparler, eh bien en fait cette hybridation va empêcher la nucléation du processus de réhybridation. Et donc, en fait, on va pouvoir descendre la force et la molécule ne va pas se replier. Elle va finir par se plier à plus basse force ici, par un mécanisme un peu plus compliqué. Et donc, on peut en fait décrire ici toute l'élasticité de la molécule en simple brin, alors qu'ici, on avait toute une molécule qui était fermée en double brin. Et ce que je vais essayer de vous décrire maintenant, c'est en fait qu'on va utiliser le fait qu'il y a grosso modo 2 états dans le système. C'est-à-dire, si je mets une force de 10 piconewtons et que je ne mets pas l'oligo nucléotide qui bloque dans la boucle, ma molécule est fermée. Si je mets ici une force plus grande que 15 ou 20 piconewtons, ma molécule est ouverte. Et donc je peux ouvrir et fermer ma molécule à volonté. Et on peut le faire autant de fois qu'on veut. Ça va très vite. Ça ne pose pas de problème. C'est assez surprenant parce qu'en fait, la double hélice se détourne au fur et à mesure qu'on l'ouvre. Mais ça peut aller très très vite dans l'expérience. Donc on peut le faire à volonté ici. Alors, l'autre intérêt de cette situation, c'est que comme la molécule ici, chaque fois qu'on ouvre une paire de bases, on va créer 2 paires de bases, on va en fait avoir un changement de longueur qui est assez grand. Donc l'ADN, normalement, la distance entre 2 bases est représentée ici en rouge, c'est 3,4 angstrom. Donc en principe, on devrait avoir une sensibilité qui serait de 3,4 angstrom pour du double brin, mais comme ici, on transforme une base de double brin en 2 bases de simple brin, on obtient la courbe verte ici qui va varier en fonction de la force. D'accord, c'est l'élasticité de la molécule, mais en gros, le chiffre simple, c'est qu'à 15 piconewtons, on va récupérer, donc au moment où ça s'ouvre, on va récupérer grosso modo 1 nanomètre par paire de bases. Donc on a en fait une amplification d'un facteur 3 par rapport à la longueur du double brin dans cette technique, ce qui est pratique puisqu'on n'a pas une résolution parfaite dans notre système. Alors l'intérêt des pinces magnétiques, c'est qu'on peut en fait mettre des aimants sur un grand nombre de billes en même temps. Et donc la solution est intrinsèquement parallèle. Donc ici, il y a quelques centaines de billes. Et on est en train d'essayer donc de développer avec la compagnie des systèmes où il y aurait quelques milliers, voire plus de billes dans le système pour les regarder en même temps. Et donc l'idée, c'est qu'on peut les fermer, les ouvrir en même temps, puisque les aimants appliquent une force relativement homogène dans notre échantillon. Et ça, c'est l'image des billes qu'on observe qui va nous permettre de regarder en fait leur longueur. J'ai oublié de préciser une petite chose ici, c'est que pour voir en fait cette mesure d'extension, on va regarder en fait la forme des anneaux ici qui sont une espèce d'interférence qui existe entre la lumière directe et la lumière diffusée par la bille, et ces anneaux changent comme on peut le voir ici en fonction de la distance, et c'est ça qui va nous permettre de mesurer la longueur. Donc on peut regarder beaucoup de billes en parallèle et donc avoir beaucoup de molécules uniques, simples. Et donc le test que je vais essayer de vous montrer ici, c'est de regarder qu'on va faire un test où on va augmenter la force pour ouvrir, et donc la molécule se convertit à ce moment-là intrinsèquement en simple brin. Et puis si je rebaisse la force, la molécule va se refermer. Et toute l'astuce en fait, c'est que quand je vais baisser la force, si évidemment j'enlève complètement la force, la molécule a tendance à complètement se refermer très vite. Mais si je baisse la force qu'à 10 piconewtons, ou une valeur intermédiaire, la fourche ici qui replie devient sensible à tout ce qui va se passer sur la molécule. Et ça, en fait, c'est ce qu'on va exploiter pour regarder beaucoup d'événements différents ici. Donc, le premier que je veux essayer de discuter, c'est les moteurs moléculaires. Je vous ai parlé donc de l'ADN et de la possibilité de l'ouvrir mécaniquement, mais bien sûr, ce n'est pas ce qui se passe dans la cellule. Dans la cellule,
on a en fait des enzymes qui sont chargées de faire toutes les opérations. Une des enzymes donc beaucoup de ces enzymes sont apparues comme étant des moteurs moléculaires, c'est-à-dire des protéines qui sont capables de se déplacer en consommant de l'ATP et en donc se déplaçant le long d'une molécule, en particulier le long de l'ADN. Parmi ceux-ci, on a la classe des hélicases. Et les hélicases, en gros, ça veut dire qu'elles cassent l'hélice. Donc, c'est des molécules, des enzymes, qui sont capables de séparer les deux brins de la double hélice pour fabriquer donc du simple brin à partir du double brin. Alors pourquoi? Parce que dans beaucoup de processus biologiques, il est important d'accéder en fait au code génétique et que dans la forme double brin, le code génétique est, si je puis dire, caché. De la même façon, de façon analogue, mais je ne vais pas en parler, les polymérases font pratiquement l'inverse, c'est-à-dire qu'elles prennent du simple brin et le transforment en double brin en recopiant le brin, le simple brin dont elles disposent pour faire un double brin qui est complémentaire au simple brin. Alors si on veut tester de façon classique en biologie une hélicase, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare une molécule double brin dont on va pouvoir en fait détecter qu'elle a été séparée par une hélicase. Alors ce n'est pas très facile comme test parce que si je prends, donc ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va prendre aussi une molécule simple brin, enfin une molécule qui est dissymétrique, c'est-à-dire que ça c'est un brin qui va être un peu plus long que l'autre, parce que ça va permettre à l'hélicase de se charger sur cet petit endroit. L'hélicase en fait, c'est une enzyme qui aime bien le simple brin, qui va venir sur ce simple brin et va se propager le long de ce brin en enlevant la molécule rouge que j'ai ici. Donc si vous faites ça dans un tube à essai, vous pouvez prendre une molécule rouge et une molécule noire et les hybrider ensemble en ayant les séquences d'ADN qui sont ad hoc, et vous allez fabriquer cet ensemble de molécules double brin avec un petit point de démarrage pour l'hélicase. Par contre, si vous mettez une hélicase dans la solution, l'hélicase va venir, elle va ouvrir la molécule, et puis ce qui va se passer si vous ne faites rien, c'est que le brin rouge va venir se réhybrider avec la molécule noire, et en fait, vous n'aurez pas la possibilité de voir que le travail s'est fait. Donc, on est obligé d'avoir des astuces. D'abord, on peut faire des marqueurs pour savoir quand est-ce que la molécule est ouverte et fermée. Ici, donc, on a un marqueur fluorescent qui est fluorescent quand on est détaché et qui n'est pas fluorescent quand on est attaché. Et puis surtout, on va essayer d'empêcher la molécule de se refermer sur elle-même en mettant ce qu'on appelle un trap, donc une autre molécule en excès qui va s'hybrider avec cette petite-là quand celle-ci est partie. Mais vous voyez que ce n'est pas un système très très simple, et donc on va avoir en gros une réponse par tout ou rien. La molécule va être ouverte ou fermée, et donc si l'hélicase a marché, on va voir transposer la molécule rouge de ce côté-ci à ce côté-là, et on a donc un résultat qui est en quelque sorte binaire. Enfin, on peut mesurer la quantité de choses qui ont été faites. Alors, on étudie beaucoup ces hélicases au laboratoire. Je ne vais pas parler beaucoup du sujet. Il se trouve qu'il y a plusieurs de mes collaborateurs qui sont ici, Hervé Lehir, Johan, Kiltaner, qui sont là. Et donc, avec ces collaborateurs, on regarde des RNA hélicases. Et je vais vous montrer donc juste un signal à partir de l'expérience que je réalise. Alors d'abord, la molécule que je vous ai décrite est un tout petit peu, enfin je vais juste montrer le principe. Elle a ici la possibilité de ce côté-là d'accrocher une hélicase qui peut venir se monter sur ce brin-ci et donc va pouvoir ouvrir la molécule de cette façon-là. Et donc cette hélicase va s'accrocher sur le simple brin et si on lui donne de l'ATP, qui est la source d'énergie, va être capable d'ouvrir la double hélice. Si elle ouvre la double hélice, on va en fait allonger la molécule et nous, on va pouvoir suivre l'allongement de la molécule. Et il va se passer quelque chose de spécifique au moment où l'hélicase va arriver juste à la moitié de la molécule. À ce moment-là, la molécule est complètement en simple brin. Et quand elle passe ce point, l'apex ici, elle va passer de l'autre côté. Et ce qui va lui arriver à ce moment-là, c'est quand elle fait ça, elle va continuer, puisqu'elle marche en fait sur le simple brin. Et ce qui va lui arriver, c'est que le hairpin va à ce moment-là se refermer de l'autre côté, l'épingle à cheveux va se refermer de l'autre côté, donc on va avoir une montée, une redescente de l'extension de la molécule qui nous permet de suivre en direct la molécule. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on regarde donc, avec Johan et Hervé une enzyme qui s'appelle UPF1. C'est celle de la levure. Et donc c'est exactement ce que je viens de dire ici, c'est-à-dire que vous avez un très joli burst, comme on appelle, où on voit en fait, donc ça c'est la longueur de la molécule quand il n'y a rien. On applique 10 piconewtons, donc ça ne permet pas à la molécule de s'ouvrir. Et puis tout d'un coup, l'hélicase arrive et elle a décidé d'ouvrir la molécule. Elle va l'ouvrir complètement. Elle arrive à l'apex et puis elle redescend de l'autre côté. Ici, elle a à peu près la même vitesse à la montée et à la descente. Alors on voit qu'il y a ici un mouvement très très régulier. Et bon, alors pas parfaitement régulier, il y a des petites pauses, elle fait des petits arrêts. L'hélicase fait clairement des petits arrêts dont on peut déceler ici la position avec une résolution de quelques bases.
Donc ça, c'est un signal parfait qu'on pourrait aussi détecter avec le test que je vous ai montré précédent. Et juste que je vais vous montrer, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, c'est que si vous mettez maintenant la même hélicase, donc Johan a préparé cette hélicase ici avec une mutation sur un seul acide aminé, eh bien, en fait, l'hélicase marche encore. C'est-à-dire que si on la teste avec le test précédent, on va voir qu'elle ouvre l'ADN. Mais on voit ici que l'activité de cette enzyme est complètement différente de la précédente. Elle n'a plus du tout la même régularité que la précédente. Et donc, les tests qu'on fait avec donc le système en molécules uniques nous permet ici de déceler, par exemple, qu'elle fait beaucoup plus de pauses et que sa vitesse est beaucoup plus irrégulière, qu'elle dérape aussi, qu'elle lâche prise de temps en temps beaucoup plus souvent sur ce système. Et donc là, c'est juste l'effet d'une seule mutation pour montrer que, bon, évidemment, vous pouvez faire une mutation qui va rendre l'enzyme inefficace, mais celle-ci est simplement, elle est encore efficace, mais elle a complètement changé de comportement. Et donc, il y a un certain nombre d'études je ne vais pas aller plus loin sur les hélicases, qu'on peut faire avec cette technique qui nous permettent de préciser ce qui se passe sur le système. Donc, je vais arriver maintenant à un deuxième point qui nous motive aussi, alors qui est très simple, qui est l'hybridation de l'ADN. Donc, comme j'ai dit, dans l'hybridation, A va avec T, G va avec C. Si on regarde du point de vue thermodynamique, je gagne en fait 2 KT quand je mets 2 bases A et T ensemble. J'ai 2 liaisons hydrogène en gros, et à peu près 3 KT quand je mets G et C ensemble. Ça dit, si je prends un tube A et C et que je mélange donc le monomère A et le monomère T, en fait, cette liaison AT ou GC d'ailleurs ne va pas tenir. Et je ne vais pas voir de dimère, si je puis dire, de couple formés directement avec une seule base. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fluctuations sont trop grandes et donc les molécules sont séparées dès qu'elles se touchent. De temps en temps, elles se rencontrent, elles se touchent, mais elles ne restent pas. Si on veut faire quelque chose qui reste, en fait, il faut qu'il y ait de la collaboration. Il faut fabriquer en fait, des brins qui ont plusieurs bases qui vont être complémentaires l'une de l'autre, de telle façon que quand il y a une fluctuation qui ouvre une des bases, qui va se passer couramment, eh bien, celle du dessous, si je puis dire, va tenir et va permettre à la première de se refermer. En pratique, il ne faut pas juste 2 bases, il faut une petite dizaine de bases pour qu'on commence à avoir en fait, une stabilité sur quelques secondes de 2 molécules. Alors ça, en fait, on peut tout à fait le tester dans notre système. Donc l'idée, je vous ai parlé tout à l'heure de l'oligonucléotide, donc du petit morceau d'ADN qu'on avait choisi pour qu'il soit au milieu de la séquence. Ici, on va prendre un petit morceau d'ADN qui est pas du tout au milieu, qui va s'hybrider avec un endroit quelconque de la molécule. Et donc si on fait ça et qu'il s'hybride quelque part sur la molécule, ben, on va avoir un problème un petit peu différent parce qu'on va fabriquer localement un double brin. Et lorsqu'on va refermer la molécule, il va se passer un petit problème, c'est qu'en fait, la fourche va bloquer, en fait, va arriver sur un double brin qui s'est formé ici, et le double brin a envie de rester, la fourche a envie de replier le morceau d'ADN, donc on a une espèce de compétition entre ces 2 systèmes. Alors évidemment, la compétition est dissymétrique, si je puis dire, et j'ai ici une petite animation qui vous montre le principe. Donc ici j'ouvre, et là j'ai mon petit oligo qui bloque, et vous voyez que dans la phase, en fait, de ce qui se passe ici, c'est qu'il y a des fluctuations où de temps en temps la fourche a envie d'avancer, mais après elle recule. Et en moyenne, en fait, l'oligo serait stable, mais il y a une petite chance qu'au fur et à mesure les bases s'ouvrent et que je le passe. Et donc ce problème-là n'est pas complètement simple. Ce qu'on observe, c'est que si on met donc un oligo dans ces conditions-là, ben on va voir que la fourche est bloquée pendant un petit moment. Et puis, au bout d'un moment donné, on va passer par-dessus la barrière de potentiel et on va en fait échapper et refermer complètement le système. Donc avec ce système-là, on peut en fait mesurer un temps caractéristique, ce que fait l'expérience ici, qui est le temps moyen de blocage. Alors comme c'est une expérience molécule unique, il y a une extrêmement grande diversité dans ces temps de distribution. Donc de temps en temps, l'oligonucléotide va rester très longtemps. Et puis, de certaines fois, il va rester très peu de temps. Et il y a en fait beaucoup d'événements qui sont très courts et quelques événements qui sont très longs. Et en gros, ça donne une distribution exponentielle du système. Ce n'est pas complètement intuitif a priori, mais en fait, c'est ce qu'on observe. Alors, on voit ce processus. Et ce processus a deux points. Donc, je viens de montrer le temps exponentiel qui apparaissait. La deuxième chose aussi qui est très claire, c'est que le blocage se fait à un endroit très précis de la séquence. D'accord, puisque forcément, il faut que l'oligonucléotide soit proprement hybridé pour qu'on puisse voir ce blocage. Donc la position de ce blocage, elle n'est pas du tout aléatoire, elle correspond à la séquence qu'on a. Le temps de blocage
d'un coup sur l'autre va être très variable, mais le temps moyen, par contre, est bien défini. Donc ça, c'est un problème qui n'est pas complètement simple. Alors, avec Simona Coco, on est en train de regarder ce problème, et on a donc ici des expériences d'un côté, et puis aussi un modèle qui permet en gros de prédire ce temps, et qui marche à peu près bien, même assez bien. Ce qu'on voit ici, c'est que, évidemment, le temps de blocage va dépendre de paramètres assez simples. Il va dépendre évidemment du nombre de bases que j'ai. Plus je mets de bases dans mon système, plus ça bloque longtemps. Et puis, l'autre chose aussi qui est peut-être un tout petit peu moins évidente, c'est plus je tire fort aussi, donc plus en fait la force que j'applique sur mon hairpin est grande, plus en fait le temps de blocage va être long. Et ça va nous permettre, comme on peut changer la force assez facilement, ça nous permet de changer, d'aller sonder soit des oligonucléotides ici de 9 bases qui ne bloquent pas longtemps en tirant fort, soit de regarder des choses qui sont beaucoup plus grandes. Ici, on a un oligo qui fait 95 bases, donc c'est vraiment un très grand morceau d'ADN. Et en fait, quand on travaille à en gros 1 piconewton, on arrive à l'enlever, et ça suit à peu près encore le modèle qu'on a décrit ici. Donc ça, c'est un essai assez intéressant où on peut regarder directement l'hybridation d'un petit oligonucléotide dans ce système. Et on va se servir donc de ce système pour regarder différents éléments. Alors à quoi ça peut servir? Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le syndrome du X fragile. Le syndrome du X fragile, c'est quelque chose qui est impliqué dans beaucoup de maladies, enfin dans un grand nombre de maladies mentales. Et c'est donc une petite région dans notre génome qui peut, alors chez les sujets normaux, donc dans notre génome, on a un endroit où en fait il y a une répétition devant un gène, il y a une répétition de C et de G. De triplé de C et G, donc CGG, pardon. Et donc chez un individu normal, il y a quelques dizaines de répétitions. Et si par hasard ce nombre de répétitions est augmenté, eh bien on a, s'il dépasse un seuil de l'ordre de 50 ou 100, eh bien en gros on a toutes les chances d'être ce qu'on appelle d'avoir le X fragile et donc d'avoir une déficience mentale extrêmement importante. Alors c'est un problème aussi parce que CGG, c'est une structure qui est extrêmement riche et qui se trouve être difficile, par exemple, à recopier avec une polymérase. Donc, par exemple, on ne peut pas faire la PCR de ce gène. Donc, actuellement, on vous dit que le génome est séquencé complètement, mais la région du FMR1 ne sera quasiment jamais séquencée parce qu'elle est trop compliquée à séquencer, parce qu'il y a trop de G et de C dans cette région et les polymérases n'aiment pas. Et donc, par exemple, ce qu'on peut faire pour valider, pour compter, donc le problème qui se pose, c'est de compter ces répétitions. Comment on peut compter ces répétitions facilement? Il y a différentes techniques qui existent. Moi, je vous propose la technique qu'on a mis en place. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'utiliser juste des oligonucléotides qui vont encadrer les répétitions dans le génome, puisque la partie variable, c'est la partie orange ici. Et donc, on choisit, par exemple, 2 oligos O1 et O2 avant les répétitions et 2 derrière. Et si donc vous isolez le morceau d'ADN que vous avez de ce gène et que vous faites exactement la même opération avec ces 4 oligonucléotides, vous allez obtenir exactement ça ici. Donc les 2 premiers pics correspondant à ces 2 oligos, ces 2-là correspondant aux 2 suivants, ça c'est la longueur de la molécule totale. Et vous allez faire une règle de 3, c'est-à-dire que vous allez mesurer la distance qu'il y a de là à là qui est connue, la distance qu'il y a de là à là qui est connue, et vous allez la comparer à cette distance-là. Donc nous, on mesure des nanomètres d'un côté, et on va pouvoir convertir les nanomètres en paires de bases ici. On sait en gros qu'un nanomètre égale à peu près une paire de bases, mais on va pouvoir le convertir précisément en utilisant la partie de la séquence connue ici. Donc avec ça, on peut en fait détecter directement ces répétitions et leur longueur, et on peut aussi trouver des petits variants, parce qu'en plus, non seulement il y a des séquences répétées, mais de temps en temps, il y a un A qui vient, il y a une mutation qui peut se faire. Donc ici, il y a un CG A, GG. Et donc si on met un oligo qui contient justement cette séquence qui est souvent obtenue, on peut valider ou pas s'il y a cette séquence spécifique dans le système. Donc ça, c'est quelque chose où en fait, on ne fait pas vraiment un séquençage, mais on fait juste un repérage, en fait, en utilisant le principe que je vous ai expliqué à partir des oligos. Alors on peut aller un tout petit peu plus loin. Sorab, qui est dans notre laboratoire, a regardé donc une molécule qui nous avait été fournie par Jean-Baptiste Boulet, qui est pareil, dans le séquençage, il y a des choses qui sont très compliquées. Donc on vous dit qu'on a tout séquencé, mais dès qu'il y a des séquences répétées dans votre génome, en fait, elles ne sont pas séquencées. Parce qu'actuellement, la méthode de séquençage qui est proposée, c'est le shotgun. Et donc l'idée, c'est qu'elle repose sur le fait que notre séquence est quasi aléatoire. Si on a des séquences répétées, en fait, on ne sait pas où appartient le morceau qu'on a trouvé. Et donc, en fait, on le jette à la poubelle. C'est comme ça que ça se passe actuellement.
Alors donc des séquences répétées sont un cauchemar pour le séquençage parce qu'on ne sait plus positionner proprement ces molécules. Et puis le deuxième cauchemar, c'est dès que c'est GC riche. Quand c'est trop GC riche, la PCR a des tas de problèmes et donc on ne peut pas séquencer facilement. Alors je vais vous montrer en fait que ici, pour nous, si on a une molécule, si on a une séquence répétée, pour nous en fait c'est plutôt un plaisir. Parce que si vous avez un oligonucléotide qui s'hybride sur un morceau de la séquence répétée, il ne va pas s'hybrider une fois, mais il va s'hybrider autant de fois qu'il y a de répétitions, évidemment. Alors, il va s'hybrider de façon aléatoire. Donc ici, on a une espèce d'escalier stochastique, si je puis dire. Donc, j'ouvre la molécule ici. Pendant que la molécule est ouverte, l'oligonucléotide peut s'accrocher. Et puis après, je la referme. Donc, dans toute la partie qui est ici, je suis à 10 piconewtons. Et donc, la molécule serait fermée s'il n'y avait pas d'oligonucléotide. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la fourche va taper sur chacun des oligos qui a pu s'hybrider. Alors c'est un processus aléatoire, de temps en temps il n'y aura pas d'oligo à un endroit donné, de temps en temps il y en aura un, de temps en temps il va rester longtemps, et ainsi de suite. Mais par contre, chacune des positions de ces marches est parfaitement bien spécifiée, et donc ici on a une vingtaine de répétitions dans ce système-là, et vous voyez qu'on a ça c'est un KB, donc un micron de longueur, en fait il y a presque un KB ici de séquence, et donc on peut avoir la position ici de ces blocages avec une précision de quelques nanomètres assez facilement. Alors ça me donne une information, si je la retransmets, si je bascule mon histogramme, ça me donne une information qui me dit que j'ai par exemple la séquence de mon oligonucléotide ou sa séquence complémentaire à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là. Alors malheureusement, je n'ai pas tout parce que mes positions ici, elles sont en nanomètres, elles ne sont pas en paire de base. Je mesure une extension. Et j'ai pas exactement, je sais que le rapport est proche de 1, mais je ne connais pas le rapport exact entre les nanomètres et les paires de base. Donc comment on peut en fait faire mieux ? Il suffit d'ajouter d'autres oligonucléotides. Et donc ici, par exemple, on a ajouté 3 autres oligonucléotides. Donc le rouge ici, c'est le même que celui que je viens de vous présenter. Je m'intéresse à une seule période de la répétition. Donc j'ai la séquence que j'avais tout à l'heure. Et puis si je mets l'oligonucléotide bleu ici, qui a une partie chevauchante avec l'oligonucléotide rouge, eh bien en fait, la séquence est un petit peu décalée, et donc je vais voir un pic bleu qui va être décalé par rapport au rouge. Alors mon expérience a des erreurs, donc la distance entre le rouge et le bleu va un petit peu varier dans la manip, mais par contre, l'information que j'ai maintenant sur les séquences me permet de repositionner proprement mes séquences et de dire que le bleu et le rouge se superposent. Et on peut faire la même chose de l'autre côté, et donc ici on va mettre l'oligo magenta qui va s'hybrider de ce côté-ci, mais il ne va pas s'hybrider là. Parce que dans ma séquence ici, j'ai une mutation entre le T et le A ici, qui fait que l'oligo magenta s'hybride ici, mais il ne s'hybride pas là, d'accord, puisqu'il y a une base de différence. Et de ce côté-là, par contre, je vais avoir un oligo vert qui va s'hybrider ici, qui ne va pas s'hybrider là. Donc, en ayant des chevauchements d'oligonucléotides, on peut en fait reconstituer la séquence de proche en proche, si je puis dire. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que Sorab a fait ici. Donc ça, c'est tous les pics, c'est difficile à interpréter, mais en fait, on peut réorganiser tous ces pics assez facilement parce qu'ils sont presque à la bonne position. C'est-à-dire que cette technique de séquençage, c'est une technique ancienne qui s'appelle la technique donc, par hybridation. Et ici, on a une information supplémentaire qui est la position de ces hybridations avec une assez bonne précision de quelques bases. Donc en fait, il suffit juste de bouger un tout petit peu les pics pour retrouver exactement la séquence. Et par un programme de Monte Carlo, on a pu retrouver complètement la séquence sans erreur dans ce système. Alors que donc c'est une séquence très répétée avec des mutations. On a retrouvé toutes les mutations qui étaient connues dans ce système-là, donc sans erreur dans ce système qui n'est pas facile. Ça, c'est sur une petite séquence. On l'a refait sur une séquence plus grande, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Une autre façon de présenter la séquence, c'est de présenter ici un espèce de gel où j'ai mis la position de chacun la position de chacun des blocages pour chacun des oligonucléotides. Et en fait, pour reséquencer, ce qu'il faut faire, c'est faire une ligne continue. Il faut passer continuellement d'un oligo à l'autre pour qu'ils se chevauchent et retrouver le système. Donc, ce n'est pas très compliqué. Il y a plusieurs façons de faire ça. Et là, on a fait exactement la même chose avec 880 bases. Donc, on peut séquencer en fait des morceaux un peu plus longs. Alors, ce n'est pas vraiment un séquençage, c'est un reséquençage, puisque là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en gros de la vérification de séquence. Alors, Depixus est en train d'essayer de proposer de faire la même chose avec des oligonucléotides beaucoup plus petits et en ayant des modifications chimiques sur les oligonucléotides pour qu'ils s'hybrident mieux. Et je vais vous présenter maintenant, pour finir, donc, l'idée de la détection de l'épigénétique. Donc, qu'est-ce que c'est que l'épigénétique ? C'est ce qu'il y a au-delà de la génétique. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre génome contient les 4 bases ATGC, mais vous savez qu'en fait, ce n'est pas tout.
C'est-à-dire que d'abord, vous avez le même génome quand vous êtes nourrisson et quand vous êtes vieillard. Vous avez, par exemple, aussi le même génome entre exactement le même génome entre deux jumeaux. D'accord ? Et pourtant, leurs devenirs ne sont pas les mêmes. Et pareil, donc il y a une information supplémentaire qui a été cherchée et trouvée. Et on s'est aperçu qu'il y avait donc des marques épigénétiques qui sont rajoutées à notre génome et qui vont en fait donner des instructions sur le fait qu'on va exprimer ou pas certains gènes au cours de notre vie, au cours du développement. Et ces marques, elles sont simples, c'est qu'on va rajouter un groupement méthyle sur typiquement une base. Alors, il y a plusieurs marques épigénétiques, mais je vais pas me consacrer principalement à une. La plus simple, c'est celle où on met donc un groupe méthyle sur une base cytosine. Donc, on rajoute une petite modification chimique sur une base normale. Et donc, la base peut être soit C méthylé. Et en fait, cette information, s'il y a beaucoup de méthylation, par exemple, sur un gène, eh bien, en moyenne, il va être moins exprimé que s'il n'en a pas. Donc le problème en fait, c'est que si on veut donc maintenant s'intéresser vraiment à ce qui se passe au niveau de l'épigénétique, il faut être capable de détecter ces modifications. Et c'est des modifications qui sont encore plus petites que les bases elles-mêmes, puisque c'est juste un groupe méthyle, c'est vraiment très très petit au niveau chimique. Alors il y en a d'autres, hein, on peut les avoir sur le C, on peut aussi les avoir sur le A, et d'autre part il y a au moins une vingtaine de modifications qui existent sur l'ADN. Il y a aussi des modifications qui existent non pas sur l'ADN, et celles-là on ne pourra pas les regarder, mais qui existent aussi sur les bobines qui enroulent l'ADN, ce qu'on appelle les histones. Ces histones peuvent aussi avoir des marques épigénétiques dont je ne peux pas revendiquer quoi que ce soit ici, puisqu'on aura enlevé les histones. Donc, alors, d'un autre côté, ces marqueurs, l'épigénétique a beaucoup d'importance. Beaucoup d'études ont été faites en épigénétique à partir donc, des jumeaux, je l'ai dit, puisque, en fait, ils ont le même ADN, mais ils n'ont pas les mêmes marques épigénétiques. D'accord ? Ils ont eu chacun une évolution épigénétique différente. Et c'est impliqué dans pas mal de maladies, entre autres au niveau du cancer, il y a une augmentation en général de la méthylation de certains gènes et une déméthylation d'autres gènes qui est assez importante sans qu'on comprenne parfaitement tous les détails pour le moment. Alors, la question qu'on s'était posée quand on a vu le blocage par l'oligonucléotide, c'est qu'il existe en fait ce qu'on appelle des anticorps qui sont capables donc de reconnaître, notre corps fabrique des anticorps et on peut faire fabriquer des anticorps contre les bases méthylées, donc contre la version méthylée de la base de la cytosine méthylée. Et donc la question qu'on s'était posée, c'est est-ce que ces anticorps, donc c'est quoi un anticorps ? C'est une molécule qui s'accroche quand elle reconnaît donc une autre molécule, donc ici la cytosine méthylée. Et donc ces anticorps existaient, et donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que en fait ces anticorps peuvent jouer le rôle d'oligonucléotides que je vous ai montré précédemment, est-ce qu'ils peuvent en fait bloquer la fourche lors du repliement de la molécule. Et donc bon, si je vous en parle, c'est qu'évidemment ils le font. Donc l'idée c'est qu'on ouvre la molécule, et ces anticorps en fait sont principalement construits contre des molécules simples brun, et donc ils vont aller s'hybrider avec la molécule lorsqu'elle est ouverte en simple brun, ce qui est la bonne situation pour nous. Et lorsqu'on va refermer la molécule, on va avoir la même chose qu'avec l'oligonucléotide, c'est-à-dire que l'anticorps va en fait éventuellement bloquer ou pas la fourche et va nous indiquer en fait à quelle position on se trouve dans le génome et si on a donc une base méthylée ou pas. Et donc, évidemment, on a fait l'expérience. Alors ici, par exemple, on a pris une molécule d'ADN et on a mis deux types de bases méthylées. Donc, je vous ai dit que c'était le C méthylé. Alors, chez les bactéries, c'est plutôt un site CCWGG qui est le site méthylé des bactéries. Donc, on a mis le site classique des méthylations des bactéries ici. Et puis, on a mis ici, chez les eucaryotes, c'est des CPG Island. Donc, c'est juste une suite CG qui peut être méthylée. Donc on a fait les deux. Alors on peut commander des oligonucléotides qui contiennent la base méthylée C ici, et on peut donc construire une molécule où tout l'ADN est normal, et il y a ici deux bases particulières méthylées qui correspondent à ce qu'on va trouver, soit chez la bactérie, soit chez les cellules eucaryotes ici. Et donc les deux systèmes sont assez proches. On a mis deux systèmes assez proches alors qu'on a une molécule assez grande. Donc si on fait l'expérience ici, voilà ce qu'on obtient. Si j'ouvre ma molécule et que je la referme ici, ce que j'observe, c'est que je vois effectivement des blocages. Et je vois bien deux blocages. Le premier correspond donc au blocage qu'on trouverait chez les eucaryotes, et le deuxième correspond au blocage qu'on trouverait chez les bactéries.
ici, et on a exactement ce qu'on avait précédemment pour les oligonucléotides. Alors c'est un tout petit peu différent, c'est-à-dire qu'on peut voir ici que les traces, l'anticorps ici, de temps en temps il glisse, il bloque la fermeture et il glisse, mais il se bloque très bien ici lorsqu'il y a la base méthylée, c'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle une spécificité qui est un peu moins grande que celle de l'oligonucléotide. Il reconnaît très bien la base méthylée, mais il a aussi une tendance légère à s'accrocher sur l'ADN, et on voit en fait qu'il ralentit un petit peu la fermeture de la molécule, mais c'est très facile de faire la distinction entre les deux. Donc ça, c'est une façon justement de voir la différence entre les oligonucléotides. Je vous ai montré que leur temps de blocage dépendait énormément de la force qu'on appliquait, ça varie exponentiellement avec la force, alors que pour les anticorps, en fait, ça varie très peu. Et donc ça montre que le processus de blocage et le processus de rupture de ce lien est différent entre les deux systèmes ici. Alors, en fait, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de systèmes différents de méthylation. Il y a 5-MC, hydroxyméthyle qui existe. Vous pouvez avoir la méthylation sur l'adénosine. Et vous avez aussi, dans certains cas, dans certains cancers rares, du SRI-méthyle, de la méthylation sur le carbone 3, donc de la cytosine. Donc il existe une grande possibilité de ces changements épigénétiques. Et l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir les détecter facilement. Alors actuellement, c'est très compliqué parce qu'on est obligé de prendre l'ADN, de faire un traitement spécial qui va s'intéresser, par exemple, à la cytosine méthylée, qui va changer chimiquement la nature de la molécule. Et après, on peut détecter ce changement. Ce qui fait que si je regarde le 5-MC, je vais regarder qu'un seul type de modification à la fois sur l'ADN, alors qu'ici, en fait, il existe des anticorps pour ces différentes mutations. Et donc, nous, dans notre système, il suffit de remplacer dans la même système, de faire passer les différents anticorps les uns après les autres. Et donc ici, on a essayé justement de faire une collection de molécules avec différentes modifications, et ça marche, en gros, ça marche assez bien. Donc on peut en fait, par cette technique-là, détecter du 5-MC, du 3-MC. Le 3-MC, c'est quelque chose qu'on trouve dans certains cancers, par exemple. On va juste avoir besoin d'oligonucléotides de référence pour bien savoir à quel endroit ça se passe sur le génome. Mais on va être capable en fait, de détecter où se trouvent les différentes modifications épigénétiques du système. Voilà, je crois que j'arrive à peu près à la fin de ce que je voulais dire. Alors juste avant ça, oui, donc ici c'est par exemple une dernière expérience simple. On a pris donc un morceau d'ADN humain, d'accord, donc où par contre on ne connaît pas la position exacte du génome qu'on est en train de la séquence qu'on est en train de regarder, et on a juste regardé que ce morceau était bien méthylé, qu'on arrivait bien à faire la même chose donc sur un ADN génomique et pas sur un ADN fabriqué, et ça donne effectivement les blocages. Donc il y a encore beaucoup à faire, parce que maintenant ce qu'il faut faire, c'est faire que ces marquages, ces détections épigénétiques nous permettent de dire des choses sur un génome quelconque, donc de se repérer à quel endroit on se trouve sur le génome. Voilà, je crois que j'ai à peu près fini. Et donc en conclusion, je vais essayer de rappeler un petit peu les grands points. Donc l'idée, c'est que par les techniques de micromanipulation, en fait, on a un grand nombre de possibilités pour étudier les moteurs moléculaires. Je vous ai juste illustré comment on pouvait regarder un type d'hélicase. Avec Kill Tanner, on a regardé une autre hélicase qui marche complètement différemment. Et en fait, on peut moduler cette technique pour faire énormément de tests différents dont je n'ai pas parlé ici. Avec cette technique ici, on a pu regarder l'hybridation de molécules d'ADN au niveau d'un petit nombre de bases. Et donc là, je vous ai montré des oligonucléotides de quelques bases. Et en modifiant en fait, chimiquement ces oligonucléotides, on peut aller regarder en fait, des séquences plus petites de 4 à 5 bases actuellement, ce qui nous permettrait peut-être de faire du séquençage par hybridation. On a vu qu'on pouvait justement faire du séquençage en utilisant donc, la technique d'hybridation classique ici, et en ayant la possibilité de déterminer avec précision l'endroit où se trouve un système, ce qui nous permet aussi de regarder des séquences répétées, ce qui est justement quelque chose qui n'est pas facile à faire habituellement. Et finalement, qu'on peut, par cette méthode, accéder donc à l'information épigénétique, qui est actuellement un grand challenge. Et c'est en gros là-dessus que la compagnie d'Epixus est fondée. Voilà. Et évidemment, tout ce travail n'aurait pas été possible sans de multiples collaborations. D'abord, il est absolument évident que le travail molécule unique a été initié par David dans notre équipe et par Jean-François Allemand et Terence Rick donc, dans nos premières années. Actuellement, évidemment, il y a plus de monde dans le laboratoire, donc j'ai essayé ici de faire la liste des différentes personnes qui sont impliquées.
j'ai sûrement oublié en plus un certain nombre de gens, il y a une postdoc et une étudiante qui ont joué un rôle fondamental dans le travail que j'ai présenté sur les histoires de séquençage. Ding Fangyang, dont certains se rappellent peut-être, qui est en fait à l'origine des premières mesures de séquences ici, et Maria Mendoza aussi, puisque je n'ai pas parlé de son travail qui concernait les hélicases et les polymérases, avec Ding, qui avait lancé ce sujet d'une certaine façon. Et je vous ai montré donc par exemple des collaborations avec Hervé Lehir et Johan sur UPF1, Kiel Tanner qui est ici, et évidemment nos collaborateurs aux États-Unis. Et bien sûr, on a aussi très fortement bénéficié de l'assistance technique de l'atelier, parce que toutes ces expériences se font donc avec des montages où entre guillemets on fabrique nos microscopes pour qu'ils soient stables. Je n'ai pas du tout parlé de la technique, et il est évident que sans l'assistance de l'atelier on n'aurait pas pu faire ça. Et puis donc il y a un certain nombre de gens à Depixus qui sont en train de développer le projet, et je leur souhaite de réussir. Voilà. Ces méthylations épigénétiques, est-ce qu'il y a quelque part une programmation de ces méthylations? Est-ce qu'elles sont régulées? Oui. Alors, une programmation, oui. C'est-à-dire que donc, au moment donc, de la fabrication d'un nouvel individu, il y a une première étape où toute la méthylation est supprimée, puis elle est refabriquée avec une modulation, donc, et elle va évoluer énormément pendant le développement. Donc oui, elle est contrôlée par des méthylases qui vont méthyler certains sites. Il y a aussi des déméthylases qui vont les déméthyler. Les mécanismes sont assez bien compris. Par contre, la régulation globale n'est pas totalement claire. C'est-à-dire, il y a par exemple l'hydroxyméthyle. On pense que c'est une étape pour supprimer la méthylation, mais il y a des arguments un peu dans tous les sens. D'autre part, en fait, ces méthylations commencent à être découvertes de plus en plus dans nos génomes. C'est-à-dire que, par exemple, jusqu'à récemment, on disait qu'il n'y avait pas de 6-MA dans le génome humain, il n'y en avait que dans les bactéries. Puis finalement, on s'aperçoit qu'il y en a. Il y en a énormément. Elles étaient très connues dans le monde de l'ARN. Dans l'ARN, il y en a énormément. D'accord. Et en fait, on s'aperçoit qu'elles existent aussi dans le génome. Une des choses qui a fait qu'on les a un peu moins vues, c'est que comme on avait des techniques qui les cachaient, on ne les voyait pas. D'accord. Donc pour les trouver, il faut un peu se battre, malheureusement, pour aller trouver quelles sont les modifications qui existent à un endroit. Et c'est en train de sortir. Par contre, elles sont régulées. Et effectivement, dans le cancer, certains gènes vont être leur méthylation va changer fortement. Et ça fait partie donc des stratégies qui sont regardées. Vincent, tu nous as montré le mouvement d'une hélicase très régulier sur un brin d'ADN. Après, tu as montré une mutation, enfin un brin d'ADN mutant avec un. Non, c'est pas l'ADN qui est mutant. Excuse-moi, c'est l'hélicase qui est mutante. Ok, alors. Excuse-moi, je me suis mal exprimé alors si j'ai dit ça. Non, donc c'est dans le travail donc avec Hervé et Johan, on essaie de comprendre en fait le rôle des différents éléments dans une hélicase, et pour ça en fait il y a des mutations qui ont donc été faites, et qui permettent et dont on peut éventuellement voir le rôle au niveau donc, des différentes propriétés de l'hélicase. Et on s'aperçoit en fait que certains acides aminés, il suffit de changer un acide aminé pour changer complètement la régularité de l'enzyme, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Ok, donc le mouvement de l'hélicase ne dépend pas de la séquence, quoi. C'est ça ma question. Alors il faut peut-être se méfier que dire que le mouvement de l'hélicase ne dépend pas de la séquence, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Il y a probablement par exemple des séquences G-Series qui vont faire des ralentissements, mais le mouvement de l'hélicase dépend, disons, peu de la séquence dans son principe. Okay, merci. Oui, je voulais demander comment ça se compare à d'autres techniques. Moi, j'ai entendu parler de techniques de luminescence, c'est-à-dire on met des beacons, des balises qui viennent. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une molécule radicale luminescente qui se met là où c'est méthylé et pas là où c'est pas méthylé? Et comment se comparent ces différentes techniques? Alors, je
suis pas sûr, hein. Donc le beacon permet de faire des choses. Je ne crois pas qu'il va pouvoir détecter la méthylation, si je ne dis pas de bêtises. Alors, actuellement, la méthylation est faite par ce qu'on appelle le bisulfite. Donc on prend de l'ADN et on l'expose au bisulfite, qui est donc un produit qui va en fait faire muter les C qui ne sont pas méthylés, si je ne dis pas de bêtises, ou l'inverse. Et en fait, on va induire une mutation pour un produit chimique, et après on va reséquencer et on va voir les bases qui ont changé. Et en comparant celles qui ont changé de celles qui n'ont pas changé, on va savoir celles qui étaient méthylées. D'accord, donc c'est quand même très lourd comme technique. Alors il y a d'autres techniques, les techniques d'anticorps permettent d'attraper les molécules. Si on met une sonde fluorescente, il va falloir faire de la super résolution pour trouver la position de l'objet. D'accord, parce que la sonde fluorescente, bon, si on ne fait rien, on va avoir la résolution optique, donc elle sera à 250 nanomètres, c'est-à-dire à 250 bases, et surtout il va falloir immobiliser l'ADN. D'accord, donc si on regarde une molécule d'ADN normale sans rien faire, elle se met en boule, si je puis dire, en boule statistique, et donc c'est très difficile de savoir la position, une position d'une base donnée ici. Alors il y a des techniques de microcanaux qui permettent de les aligner avec une certaine précision, mais il faut après de la super résolution optique pour l'avoir, ce qui n'est pas toujours facile sur une molécule qui bouge. Oui, tu as très bien expliqué cette histoire de méthylation. Combien de variantes y a-t-il et combien d'anticorps y a-t-il? Parle-t-on de quelques douzaines ou de quelques milliers d'anticorps? Non, on parle. Je crois qu'actuellement, il y a, si je ne dis pas de bêtises, il y a une vingtaine de marqueurs épigénétiques différents. Alors, avec aussi tout le problème de savoir si c'est vraiment des marqueurs épigénétiques, il y a aussi des bases qui s'oxydent dans le temps ou des bases qui subissent des aléas de l'oxydation, par exemple, qui sont donc des marques qui ne sont pas forcément des marquages volontaires, si je puis dire. Alors, il y a une vingtaine de modifications qui sont reconnues. Il semble que les anticorps... Alors en fait, la science des anticorps, ça c'est vraiment pas nous. On est en collaboration avec d'autres gens. Il y a des entreprises actuellement qui fabriquent des anticorps, j'ai envie de dire, de pratiquement n'importe quoi. C'est un marché énorme pour le cancer, entre autres, et pour d'autres maladies auto-immunes. Et donc, c'est relativement facile de fabriquer des anticorps, j'ai pas envie de dire tout et n'importe quoi, mais presque. Donc, jusqu'à présent, il se trouve que la plupart des modifications épigénétiques dont j'ai parlé, on a trouvé les anticorps. Alors, ils sont par contre de qualité variable. C'est-à-dire que donc on peut nous les tester. Donc il y a des gens qui nous donnent des anticorps contre le 5-MC. On le met dans notre truc et on voit rien. D'accord. Donc on voit rien. On voit que ça accroche partout et que ça fait rien de bon. Donc ceux-là, c'est pas des bons anticorps. Par contre, on voit des anticorps qui sont très bons. D'accord, il y a, comme je vous l'ai montré, qui reconnaissent très fortement une base et qui bloquent très bien. Donc en fait, nous, on a une technique qui permet de caractériser l'anticorps et on collabore justement avec des gens qui font les anticorps pour voir si ça peut aussi leur être utile. Donc je ne sais pas, il est possible qu'on n'arrive pas à fabriquer un anticorps pour une certaine classe de modifications. Mais jusqu'à présent, par exemple, on a trouvé commercialement, alors ce n'est pas toujours facile, ils ne sont pas tous... disponibles. Surtout, ce qu'on veut, c'est avoir plutôt des anticorps monoclonaux pour différentes raisons, parce que c'est meilleur dans le temps. Mais pour la plupart des modifications que j'ai regardées, par exemple, le 3MC, c'est une modification très rare qui arrive que dans un seul cancer, etc., on a trouvé un anticorps pour celle-là. Il y a des gens qui l'avaient développé déjà. Et donc, on l'a commandé, on l'a pris. Là, quand on le teste, il y a une chance qu'il ne bloque pas assez longtemps, par exemple. Celui-là bloquait bien. Il n'y a pas de souci. Donc la plupart du temps, en fait, on trouve les bons anticorps. Mais on peut tomber sur des cas où on n'aura pas le bon anticorps. J'ai pas bien compris parce qu'on a l'impression que certaines mutations associées à certains cancers, sauf erreur de ma part, provoquaient inhibaient la lecture, c'est-à-dire l'ouverture de l'ADN d'abord pour permettre sans doute la réplication. Et donc je ne comprends pas comment le cancer prolifère si la mutation empêche l'ouverture de l'ADN. Ah, c'est pas qu'il empêche l'ouverture, c'est qu'il empêche la transcription. Donc l'expression de la protéine. Il régule, les marques épigénétiques ont tendance à réguler en fait l'expression des gènes. Donc lors de ton développement, quand tu es nourrisson, tu vas développer certains gènes pour te fabriquer. D'accord. Puis après, il ne faut surtout pas qu'ils soient actifs, ces gènes. D'accord, parce que tu ne vas pas te refaire un deuxième fois ou des choses dans ce genre-là. Donc à un moment donné, si tu veux, tu vas marquer des gènes comme étant inactifs. Et donc, c'est ces marquages épigénétiques qui vont contenir cette information et dire. Donc, au cours du temps, la méthylation de l'individu a tendance à augmenter. On a tendance à supprimer, enfin, à bloquer un certain nombre de gènes au cours de. Bon, beaucoup après l'évolution, après ton développement. Et après, au cours du vieillissement, il y a aussi des gènes qui vont être inactivés au fur et à mesure.
Mais les mutations, non, ne bloquent pas l'ouverture. Il faut bien que ce soit programmé, sinon... Ah, c'est programmé. Non, c'est programmé. Pendant, on aurait une deuxième fois. Oui, c'est programmé. Mais attends, il y a aussi des maladies qui sont reliées si ces enzymes sont déficientes, ça provoque des choses graves, évidemment. Et ce programme, il est inscrit où? Alors, c'est une bonne question. Je crois que ce programme, je crois que c'est une régulation dynamique, si je ne dis pas de bêtises. D'accord? C'est-à-dire que tu fais un gène qui... Tu enclenches le développement d'un organe et à la fin, il y a un gène qui va déclencher une méthylation qui va arrêter le gène en question. C'est un système dynamique, autant que je puisse le dire. Est-ce que c'est ce mécanisme pris à l'envers qui crée la capacité de clonage à partir de la cellule somatique? Autrement dit, tu rends la cellule totipotente alors qu'elle ne l'est plus. Alors, je crois en partie, mais il faudrait demander vraiment au biologiste la réponse exacte. Oui, pour refaire un nouvel individu, il faut en fait faire un reset plus ou moins de la méthylation et des différents éléments. Donc, tu veux dire, est-ce que c'est la contrôle de ces enzymes-là? C'est pas que celle-là, c'est ça que je veux dire. C'est la question symétrique de celle-là. Tu ne fais pas deux fois, oui. Mais après tout, ça serait bien de faire une molaire là-bas derrière qu'on s'est fait extraire. Oui, mais attends, il y a des processus de régénération. Nous, on n'en a plus, mais chez les poissons, tu peux couper la queue, elle revient. D'accord. Donc, ce processus de réparation existe aussi. D'accord. Donc tu vas avoir des réponses à des accidents qui vont pouvoir déclencher des cascades de reprise donc, du programme, dans certains cas. Au moment de la fabrication d'un nouvel individu, je crois que c'est plus que la méthylation. Il y a plus que ça. D'accord. Pour refabriquer des cellules totipotentes, il n'y a pas que la méthylation qui compte. Mais ça va être impliqué, évidemment. OK. Oui, j'en profite pour faire un peu de publicité pour le livre de Jean-François. En principe, avec David, on en a aussi un en cours qui doit se terminer. Tu as montré une slide où il y avait plein de billes en disant, voilà, avec un seul aimant, on les fait toutes bouger à peu près en même temps, etc. Quel est le gain par rapport à une seule bille d'en avoir plein? Il faut que tu demandes aux gens tu demandes à Samar derrière toi, quel est le gain? Donc le fait d'avoir plusieurs billes va nous permettre de regarder plusieurs molécules. Et après, ça dépend de ce qu'on regarde, une polymérase ou une hélicase. Et ça peut parfois marcher sur une bille, pas sur l'autre. Mais donc c'est la statistique qui compte. Oui, pour reprendre une phrase de Kinoshita, donc, quand on a fait le topo sur les molécules uniques, Kinoshita, qui est décédé, avait dit 99% of single molecule is bullshit. Donc ce qui se passe, c'est quand tu fais des expériences à molécules uniques, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et de temps en temps, il y a une chose qui marche, qui t'intéresse. Donc quand tu as énormément de billes en parallèle, ça te permet effectivement de multiplier tes chances et de ne pas tout miser sur une seule bille. Les billes en parallèle, elles sont indépendantes? La force... Alors la force, par contre, on applique à peu près la même force à toutes les billes. Les billes peuvent avoir une force légèrement différente parce qu'elles n'ont pas exactement le même contenu magnétique, mais elles sont assez voisines. La force varie de l'ordre de 10% entre chaque bille. Donc on met la même force à tout le monde. Ça, c'est un problème. Donc on peut les ouvrir et les fermer en même temps. Par contre, les hélicases vont travailler de façon différente, ou les enzymes vont pas se synchroniser. Sauf si on les synchronise par la force. Encore une question. Tu as montré une statistique sur la longueur des paliers, je crois, la durée. Et tu disais que c'est grosso modo exponentiel. Oui. Il y a-t-il des cas où il y a des variations par rapport à ce comportement exponentiel, des déviations? Alors, on en a cherché, pour le moment, on n'a pas trouvé. Je pense qu'on doit pouvoir en trouver, mais il faut, à mon avis, les construire exponentiellement. Volontairement, pardon. On a testé pas mal de choses. On a testé donc de mettre par exemple des mismatchs. Donc le mismatch va réduire le temps assez considérablement, mais il garde en fait une forme exponentielle. Donc je pense que si tu fais des molécules assez longues où tu mets par exemple des blocs, un mismatch, un autre bloc qui tient et encore un mismatch, tu peux
peut-être faire que tu vas voir ta molécule partir en bloc, et donc que tu vas convoluer des exponentielles ensemble, et voir peut-être une cinétique. Pour le moment, on n'en a pas vu. D'accord ? C'est-à-dire, je pense que ce n'est pas très facile à construire, mais je pense que c'est possible. Oui, ce n'est pas directement sur ton travail, mais que tu as fait allusion au fait qu'il y a des séquences répétées qui sont non détectées dans les méthodes traditionnelles. Donc ça fait des trous dans l'ADN tel qu'on le... Et comment ces trous, d'une part, est-ce qu'on sait où ils sont exactement ? Oui. Et comment est-ce qu'on raccorde les deux côtés ? Parce que bon, s'il y a un trou, est-ce qu'on est sûr que le côté... Alors c'est une très bonne question. Alors en fait, une chose qui nous sauve, entre guillemets, c'est que les zones répétées sont rarement des zones codantes. Alors, on a vu justement un exemple dans le cas du FMR, du X fragile. Il y a une séquence répétée qui vient perturber un gène, mais qui n'est pas vraiment, enfin bon, qui est à la limite. Donc, en moyenne, les séquences répétées sont rarement dans des régions vraiment codantes. Donc, pour trouver les structures des protéines, c'est pas très très grave. D'accord. Par contre, en fait, le morceau d'ADN répété qu'on a fait, qu'on a regardé, c'est un morceau d'ADN que regarde Alain Nicolas et Jean-Baptiste Boulet à Curie. Il se trouve qu'il est non codant, mais qu'il est impliqué dans une régulation et qu'on le trouve en fait que quand il est muté chez certaines personnes, ça induit des maladies. Donc, si tu veux, c'est ce que les gens ont découvert, c'est que dans l'ADN non codant, qu'on disait junk au début, mais en fait, c'est pas si junk que ça. Il y a des choses qui ont une importance. Donc, actuellement, on pense que alors, ces zones répétées, j'ai oublié de le dire, ont aussi des structures de quadruplex et des structures un peu plus compliquées d'ADN. On ne comprend pas tout à fait ce qui se passe dans ces régions et pourquoi elles induisent, mais elles ont visiblement un rôle sur le reste de l'individu. Donc, à ce titre-là, elles sont gardées. Alors, elles sont... Quand je dis qu'elles sont complètement... Alors, jusqu'à présent, il y a plusieurs techniques de séquençage. Donc, la technique la moins chère, c'est ce qu'on appelle la technique NGS actuellement. La technique NGS, elle, est incapable de gérer les répétitions parce qu'elle va séquencer 200 bases de long. Donc, avec 200 bases, elle va utiliser la séquence pour repositionner la séquence dans le génome humain. Donc, on connaît tout le génome humain en moyenne et on va prendre ces 200 bases et on va regarder où est-ce qu'elle est la plus proche. Et quand on tombe dans une zone répétée, on le jette. Donc, les zones répétées aussi correspondent aussi à certaines zones particulières du génome, comme le centromère, donc le centre du chromosome, et aussi les extrémités du chromosome, qui ont des zones répétées. Mais il y a aussi des zones répétées à d'autres endroits, qui sont plus compliquées. Alors, par exemple, les plantes, c'est un casse-tête complet, parce que là, il y a carrément des répétitions très, très fortes et très longues. Alors, il y a des nouvelles techniques, donc on est très en retard, j'ai envie de dire, dans les problèmes de séquençage. Il y a une entreprise qui s'appelle Pacific Bioscience, qui a mis au point une technique assez extraordinaire de séquençage où elle visualise avec une seule molécule une polymérase qui réplique l'ADN. Donc la polymérase recopie l'ADN en le séquençant en fait. Et ils ont mis chaque base avec un fluorophore différent. Et ils ont une technique qui permet de suivre en fait une polymérase et donc de voir les bases se faire au cours du temps. Et cette technique permet en fait de séquencer des morceaux d'ADN beaucoup plus longs. Alors par contre, cette technique a beaucoup d'erreurs, 10% d'erreurs, mais elle peut séquencer typiquement 10 000 paires de bases en suivant. Et donc elle permet par exemple de commencer à remplir les trous des répétitions que les autres ne font pas. Donc si on complète, si on utilise les méthodes, cette nouvelle méthode, alors cette nouvelle méthode marche très bien, mais elle est chère, elle est très chère, elle n'est pas encore... c'est un gros appareil et ça ne fait pas aussi bien que le NGS. Mais si on prend cette méthode-là et si on prend la méthode NGS, en couplant les deux, on arrive à compléter les gaps, mais il en reste encore. Donc actuellement, il n'y a pas très longtemps, il restait 7% du génome qui n'était pas séquencé. Ce n'est pas négligeable. Mais bon, une grande partie de ces parties sont, comme je disais, le centre du chromosome et les extrémités. Je pense que les régions qui sont vraiment intéressantes, répétées, sont plus petites. Mais ça dépend du génome. Donc chez les plantes, il y a des séquences de répétition de 10 kb qui posent vraiment des problèmes énormes. Et eux qui sont... les génomes des plantes sont encore plus grands que nos génomes. Et donc c'est vraiment un problème, ça. Merci beaucoup.